Chères étudiantes et chers étudiants, je vous retrouve donc pour ce cours numéro 10 d'Histoire de l'Europe au XIXe siècle qui va être consacré à un sujet très très important qui est le sujet de l'enseignement et de la culture, un thème que l'on va aborder en trois parties de façon thématique bien évidemment comme la plupart des cours que je vous donne, hors les cours relations internationales où ici, je dirais, la chronologie s'imposait. Mais tel n'est pas le cas sur ce cours-ci. Dans un premier temps, qui me servira de transition en quelque sorte avec le cours précédent, j'évoquerai l'enseignement qui reste empreint de religion au XIXe siècle, avant, dans un deuxième temps, d'aborder la question de la culture et des loisirs, où nous verrons que le dualisme entre élite et peuple existe comme il existe, vous allez le voir dans quelques minutes, dans l'enseignement. Enfin, dans une troisième partie, je vous présenterai les arts et la littérature qui connaissent un certain nombre de bouleversements au XIXe siècle, qui est un grand siècle, vous le verrez, pour les arts et la littérature, par les noms que je vous rappellerai, et nous aborderons les grands courants de cette époque. Alors, premier temps, donc, les deux filières de l'enseignement, car il faut ici découpler, je dirais, l'enseignement qui est réservé à l'élite, de l'instruction qui est dispensée aux masses. Je vous montre le plan de ce cours, le voici, et vous voyez qu'on va démarrer par l'instruction des masses avant d'enchaîner donc sur l'éducation des élites. Alors, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, les États se rendent compte de l'utilité de développer l'instruction populaire. En effet, un peuple plus instruit est une source d'enrichissement pour le pays, mais l'instruction populaire a aussi bien évidemment un autre but, celui de moraliser les masses. Elle doit donc s'appliquer aux petites filles comme aux petits garçons, et elle est appelée, cette instruction, à réunir des effectifs considérables. Dans la première moitié du XIXe siècle, les États vont s'appuyer sur les structures les mieux organisées en matière d'instruction populaire, à savoir les églises, et qui ont un savoir-faire, et des moyens, bien évidemment, un savoir-faire en matière de moralisation des masses. En conséquence, l'enseignement primaire conserve durant toute cette période un fondement religieux et l'apprentissage de la lecture se fait d'ailleurs dans les livres sacrés. Nulle part, bien évidemment, on ne peut parler ici de laïcité. Aucun pays en Europe, au cours du premier XIXe siècle, n'a séparé l'enseignement religieux et la morale religieuse de l'enseignement, on va dire, public, de l'enseignement laïque. En revanche, le principe d'obligation commence à s'imposer. Elle s'assortit, cette obligation, le plus souvent de la gratuité. Cependant, l'Europe du Sud, l'Europe de l'Est, l'Europe médiane reste très en retard par rapport à l'Europe du Nord-Ouest, par rapport à l'Europe occidentale. Au cours du second XIXe siècle, les États vont décupler leurs efforts. Se développe une instruction primaire désormais qui se laïcise progressivement selon les pays, même si cette laïcisation demeure extrêmement partielle. Alors, l'exemple, bien évidemment, qu'il faut ici citer, c'est le cas de la France, parce que c'est l'exemple extrême, dans le cadre de la Troisième République, avec le ministre de l'Instruction publique depuis 1879, qui s'appelle Jules Ferry. Ce sont les grandes lois des années 1881-1882, qui rendent l'école laïque, gratuite et obligatoire, de 7 à 13 ans. Grâce à ces efforts, eh bien, la scolarisation et l'alphabétisation font de grands progrès. En France, bien évidemment, mais dans toute l'Europe. En 1914, dans l'Europe du Nord-Ouest, les garçons et les filles sont presque tous scolarisés et plus des 9/10 sont alphabétisés. Les pays de l'Europe méditerranéenne, de l'Europe médiane, de l'Europe orientale, comme je vous le disais tout à l'heure, sont loin de parvenir à de tels résultats. En fait, les contrastes sont souvent plus prononcés entre des îlots de développement
ouverts aux échanges et de grands espaces enclavés et incultes qu'entre les divers États. Ainsi, en Italie, on opposera l'Italie du Nord, des régions comme la Lombardie, comme le Piémont, à l'Italie médiane et plus encore à l'Italie méridionale, celle de la Calabre, celle des Pouilles, celle des deux grandes îles que sont la Sardaigne et la Sicile, où là, il y a un certain retard en matière d'instruction. Un enseignement primaire supérieur se développe également dans tous les pays occidentaux, qui va permettre aux meilleurs élèves du primaire non pas d'accéder au secondaire. Il y a ce cloisonnement, comme je vous le disais en guise de préambule, entre les fils et les filles du peuple et ceux de l'élite, mais qui va leur permettre aux meilleurs de ces élèves du peuple de l'instruction primaire eh bien, d'acquérir des connaissances plus étendues et d'accéder à des emplois des classes moyennes. Nous avons, dans un cours précédent, étudié cette société européenne où ces classes moyennes eh bien, se développaient. Cet enseignement primaire supérieur, à titre d'exemple, concerne 90 000 jeunes Français à la veille de la Grande Guerre. Alors c'est à rapporter à une population qui est de l'ordre de 39 millions d'habitants. Vous voyez que cela pèse au total assez peu, mais quand même, il y a cet enseignement primaire supérieur. Ce qui permettra à la Troisième République de dire que voilà, elle promeut une forme de mérite. En revanche, les enseignements secondaires et supérieurs, comme je vous le disais, restent élitistes et s'ouvrent très peu aux couches populaires, hors quelques bourses attribuées aux fils de paysans, d'artisans et d'ouvriers, repérés qui par l'instituteur, qui par le maire, qui par le curé, et qui ont la chance d'accéder à l'enseignement secondaire, voire à l'enseignement supérieur. Et ce sont ces fils du peuple qui permettent à un régime comme la Troisième République, mais également à d'autres régimes, de dire qu'ils permettent aux jeunes des milieux populaires de connaître une ascension sociale. Le phénomène, encore une fois, existe, mais il demeure très limité. Alors je vous remontre maintenant le plan, puisque nous allons aborder la deuxième sous-partie, l'éducation des élites. Alors, à côté du système pour le peuple que je viens de vous décrire, il en existe un second réservé aux enfants de l'élite. Les premiers éléments, en fait, pour les fils et les filles de l'élite, les premiers éléments de culture, en fait, s'acquièrent au sein de la famille, par imprégnation. Dans les châteaux, pour l'aristocratie, ou les franges supérieures de la bourgeoisie qui tendent à singer en quelque sorte le comportement nobiliaire, dans les hôtels particuliers. Cela se fait dans un premier temps sous la conduite de la mère, d'une gouvernante, d'un précepteur. Sans jamais fréquenter les écoles communales, les jeunes de l'élite vont passer ensuite par ce que l'on appelait à l'époque les petites classes des établissements secondaires. Nous démarrons dans un pays comme la France, vous le savez, au collège en classe de 6e. Eh bien, à l'époque, il y avait généralement 2 années supplémentaires que l'on appelait les petites classes et qui servaient de transition avant le collège, la 8e et la 7e. Et cela concernait des enfants qui avaient 8, 9, 9, 10 ans. Donc, vous voyez, un système quand même légèrement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et dans ces établissements secondaires, eh bien, qu'ils vont poursuivre par le collège et par le lycée, les fils de l'élite vont se préparer à exercer des responsabilités. Cet enseignement secondaire dont je vous parle est complet, mais accorde à l'époque, et c'est une différence par rapport à aujourd'hui, le changement est intervenu selon les pays dans les années 1950, et pour la France, mai 68 joue ici un rôle fondamental.
Eh bien, pourquoi? Je fais un petit aparté, parce que les matières scientifiques, et en particulier les mathématiques, étaient jugées moins discriminantes socialement, reposant moins sur un capital culturel que des matières, eh bien, comme les lettres, les langues dites mortes, le latin, le grec, ou bien encore les langues vivantes. Donc cet enseignement secondaire du 19e siècle est complet, accorde néanmoins une nette prédominance à ce que l'on appelle les humanités, et en particulier au latin et au grec. Il se partage généralement entre un secteur public et un secteur privé qui peut être confessionnel ou bien laïque. En revanche, à l'exception des facultés de théologie, l'enseignement supérieur tend à échapper presque complètement en fait aux églises dans l'Europe, tout du moins occidentale, du XIXe siècle. Les élites privilégient, pour après accéder aux responsabilités, eh bien, les facultés de droit, où l'on n'enseigne pas forcément un droit très en prise, je dirais, avec les réalités pratiques, que pourrait être par exemple un droit administratif ou des cours d'économie politique. Tout ça arrivera plus tard dans le XIXe siècle. C'est une exégèse que l'on fait des grands codes de loi, et en particulier en France, à partir du Code civil, à partir du Code Napoléon de 1804, une exégèse du Code civil. Le but, si vous voulez, est d'acquérir, je dirais, une convivialité élitaire et d'accroître en fait son carnet d'adresses, son réseau, en passant en fait par les mêmes écoles, en l'occurrence l'école de droit, les facultés de droit, et pour la France, la faculté de droit de Paris est tout à fait prédominante. Et puis ces élites passent bien évidemment par les grandes écoles militaires que vous retrouvez dans tous les pays européens. Alors, on pensera en Angleterre à Woolwich et à Sandhurst. On pensera pour la France à Saint-Cyr et à l'école héritière de la Révolution française, à savoir l'école polytechnique. Cependant, je vous parlais de la prééminence des humanités, une ouverture sur les sciences de plus en plus grande s'accomplit dans l'enseignement secondaire. Mais c'est l'Allemagne ici qui est tout à fait en pointe. Elle l'est pour le secondaire, mais elle l'est plus encore dans le supérieur. Et avec ces fameuses universités où, dès 1824, en Prusse, par exemple, mais également en Wurtemberg, eh bien, des universités mettent en place le système du séminaire, où l'enseignant est assis avec ses étudiants avancés autour d'une table, et ça n'est pas du tout du cours magistral, c'est un échange qui s'opère entre l'enseignant et les enseignés, qui parfois ont beaucoup à dire également. Mais également, dans ces universités allemandes qui sont en pointe, eh bien, des laboratoires, nous en avions parlé, vous vous souvenez, dans le cours d'histoire économique, associant l'enseignement pratique et la recherche, et souvent mettant les entreprises industrielles en prise directe avec le monde de la recherche universitaire. Il faut attendre le second 19e siècle, et parfois d'ailleurs très tard dans ce second 19e siècle, pour que d'autres pays européens, je pense à la France, je pense à la Belgique, je pense à la Grande-Bretagne, copient en fait ce modèle allemand. Alors, quant aux filles, j'en ai encore très peu parlé, eh bien, elles doivent avant tout, dans l'enseignement secondaire, acquérir des valeurs chrétiennes qui en feront de bonnes épouses et de bonnes mères. Elles sont presque toujours placées, après leur prime scolarité, dans des établissements religieux. Cependant, dans les années 1840, eh bien, les pays anglo-saxons, comme c'est d'ailleurs le cas outre-Atlantique aux États-Unis, dans le Massachusetts par exemple, eh bien, vont ouvrir des lycées pour les filles. Puis les autres pays vont le faire dans les années 1870. En France, c'est la loi Camisset en 1880 qui joue ici un rôle tout à fait important. À la fin du XIXe siècle, les filles représentent, selon les pays, entre le tiers et le cinquième des effectifs de l'enseignement secondaire. Alors, on est très loin de la parité, il y a
dans une population normalement quasiment, hein, autant de filles que de garçons, un tout petit peu plus de filles, mais c'est infinitésimal, et donc on devrait avoir une population scolaire équivalente. Eh bien non, il y a ce retard, je vous répète les chiffres, hein, entre le tiers et le cinquième des effectifs du secondaire concernent les jeunes filles, qui montrent un progrès indéniable, hein, mais qui montrent qu'on est encore très très loin de la parité. Dans des proportions moindres, ces filles accèdent aussi à l'université, mais ici de façon tout à fait minime. Et on se souvient en France des résistances qu'avait occasionné l'arrivée des premières jeunes filles, aussi bien, on devrait dire jeunes femmes même, dans les facultés de droit ou bien encore dans les facultés de sciences. On pensera ici à la polonaise Marie Sklodowska, la future Marie Curie, qui en avait à remontrer aux garçons et qui pourtant a subi des affres parce que justement elle entrait dans cet enseignement supérieur et elle venait marcher sur les brisées en fait des garçons. Alors, tout ce que je viens de vous dire ici, et maintenant je réunis les garçons et les filles, vous explique qu'en fin de période, c'est-à-dire à la veille de la Grande Guerre, eh bien, l'enseignement secondaire ne dépasse pas 5% d'une classe d'âge. C'est le chiffre que je vous propose, la proportion que je vous propose de retenir, pas plus de 5% d'une classe d'âge. Dans les pays les plus avancés, on est à 5%, mais pas au-delà, et que le supérieur, l'enseignement supérieur, ne concerne qu'environ 1% d'une classe d'âge. Et là encore, dans les pays les plus avancés. Donc vous voyez qu'il n'y a pas démocratisation. Il y a eu élargissement au fil du 19e siècle, mais on ne peut pas parler de véritable démocratisation encore. Il faudra ici attendre le premier et surtout le second XXe siècle. Alors je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour aborder la deuxième partie, une troisième vidéo pour la dernière partie de ce cours.